Voilà, c'était l'Odyssée des enfants d'Ulysse, un film signé Julie Bertuccelli et qui met en lumière, on l'a bien vu, tous les bénéfices de l'inclusion, une inclusion intelligente et bienveillante. Un film coécrit avec Anne-Sara Kertudo, qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Infrarouge pour prolonger cette soirée continue. La fiction diffusée en première partie de soirée, Droit de regard, est inspirée de votre histoire. Vous en êtes la co-scénariste. Vous êtes juriste, vous êtes fondatrice de l'association Droit Pluriel, qui œuvre pour un meilleur accès, j'allais dire pour un accès tout court à la justice, pour les personnes en situation de handicap. Bah tiens, j'ai dit personnes en situation de handicap. Quand on s'est parlé au téléphone, je vous ai dit personne handicapée, vous m'avez dit non. On dit personne en situation de handicap. Pourquoi est-ce important ? Alors, je vous ai dit gentiment non, j'étais pas parce que c'est pas un luxe ou un caprice, c'est que c'est pas la même chose et que c'est pas la même chose aussi dans la loi. C'est-à-dire que moi, je suis en situation de handicap, ce qui veut dire que je suis aveugle, je suis malentendante, mais ça, c'est ma situation médicale. Pour autant, je ne vais pas avoir de difficultés. Là, par exemple, quand on discute ensemble, tout est aménagé, on a préparé ensemble. Je ne suis pas en situation de handicap. Si je suis en fauteuil roulant et que tout est plane, je ne suis pas en situation de handicap. Si je suis face, par contre, à un escalier, je me retrouve en situation de handicap. Donc, je suis en fauteuil roulant. Ça veut dire que je suis paralysée. Donc, c'est la situation médicale, mais ce n'est pas une situation permanente d'être en empêchement. Vous dites je, mais vous n'êtes pas en fauteuil roulant, hein, je précise. Donc les femmes en situation de handicap font face, je m'en suis rendu compte évidemment, aux mêmes aventures de la vie, aux mêmes situations, voire aux mêmes combats que les autres femmes, la maternité, le divorce, on l'a vu avec la fiction, l'administration, la justice, la violence. Comment font-elles face ? Parce que le monde, il est fait pour les personnes valides. Oui, on est dans une société validiste, c'est-à-dire que globalement, si vous voulez passer une porte et que vous vous cognez, on va dire que la porte est mal faite. Et si c'est une personne en situation de handicap qui veut passer la porte et qu'elle ne peut pas, on va dire que c'est son corps qui est mal fait. Donc, l'entièreté des services, de tout ce qui est proposé, des bâtiments, des services publics, des prestations, tout est fait pour des personnes qui voient, qui entendent, qui marchent, qui n'ont pas de difficultés psychiques, mentales, etc. Alors quand on sait que c'est une personne sur 6 en France qui est concernée par des situations de handicap diverses, on se demande comment il est possible qu'on ait pensé ce monde pour seulement une partie de la population et pas pour tout le monde. Alors vous avez pensé cette association qui s'appelle Droit Pluriel, justement pour un meilleur accès à la justice des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous leur offrez comme accompagnement ? Alors, nous, l'association de droit pluriel, le but, c'est de permettre à toute personne en situation de handicap de connaître et faire valoir ses droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes, par exemple, malentendant, que vous ne pouvez pas téléphoner, quand vous êtes aveugle, que vous ne pouvez pas lire, quand vous êtes en fauteuil roulant ou hospitalisé, que vous ne pouvez pas vous déplacer, aller voir un avocat, aller voir une permanence juridique gratuite, c'est très compliqué. Et on s'est aperçu que très souvent, les personnes en situation de handicap, elles renoncent à leurs droits. Alors, Droit Pluriel informe les personnes gratuitement pour aboutir à une situation d'égalité. Ça devrait être une mission de service public, pas forcément une mission associative, mais comme c'est pas fait aujourd'hui par les services publics, on s'en occupe. Et puis en parallèle, parce qu'on peut pas répondre à tout le monde, on aménage, on propose des aménagements, on forme les professionnels du droit, on expertise les lieux de justice et on préconise pour que demain, tous ces lieux-là, ces tribunaux, ces permanences juridiques, ces cabinets d'avocats, etc., que tous ces lieux-là puissent recevoir tout le monde. Je précise, parce qu'on en a parlé, alors c'est peut-être aussi une mission de service public que je fais là. Votre association est la seule à faire justice et handicap. Vous avez besoin de mécènes, vous avez besoin de dons, vous avez besoin d'adhérents, vous avez besoin d'être évidemment soutenu pour continuer à accompagner les personnes en situation de handicap. C'est comme toujours, l'argent c'est le nerf de la guerre. Donc je vous invite à aller sur www.droitpluriel.fr. Il y a un onglet dons, et puis vous pouvez évidemment en parler autour de vous. 4 femmes en situation de handicap sur 5 sont victimes de violences. Pourtant, elles semblent absentes de ce combat féministe, d'autres combats d'ailleurs, mais celui-là particulièrement. Comment on l'explique ?
C'est lié en fait. Moi, quand je suis devenue aveugle, j'ai tapé femme aveugle sur Internet, c'était il y a 5 ans. Et ce qui est sorti, c'est Gilbert Montagnier. Alors j'ai essayé de Qui n'est réfléchir pas à... une femme. Pas le nom d'une femme. J'ai essayé de trouver une femme dans mon esprit à qui je peux penser comme modèle. Quelle femme handicapée en situation de handicap qui existe? Et on n'en trouve pas en fait. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui émergent, notamment grâce au sport. Très, très, très peu. Alors, quand vous vous construisez, vous, avec cette différence qu'on vous reproche dès la cour d'école, qui vous prête, qui vous met en situation d'humiliation très tôt, vous vous construisez déjà dans l'idée que vous êtes une anomalie. Et quand vous allez avoir affaire à quelqu'un qui va vous porter des coups, donc voilà, les femmes en situation de handicap, comme toutes les autres femmes, sont victimes de cette brutalité-là. L'argument en face, ça va être de vous dire, bah, écoute, je suis déjà bien gentille d'être avec toi. Donc il y a toute cette infériorité qu'on vous a imposée depuis toujours, qui se retrouve la facilitant en fait ces violences-là. Et puis après, si une femme en langue des signes sourde veut porter plainte, elle sait bien qu'il n'y a pas d'interprète en langue des signes au commissariat. Si elle veut contacter une femme malentendante qui veut contacter par téléphone une association pour commencer à parler, elle ne peut pas s'adresser au téléphone. Quand elle va rencontrer un avocat, potentiellement, avec son fauteuil, elle ne pourra pas aller dans son cabinet. En fait, tout ça, le message que les femmes reçoivent, c'est que ce n'est pas ta place. Tu n'as pas à te défendre. C'est comme ça. Et se défendre, pour elles, c'est encore plus difficile que pour les autres femmes. Je rappelle que vous êtes malentendante et appareillée. Vous m'avez dit quelque chose en préparant cette émission. Vous m'avez dit, quand les homosexuels ou les homosexuels célèbres, entre guillemets, ou qui ont en tout cas la possibilité d'avoir accès aux médias, de se faire entendre, font leur coming out, ils aident les autres homosexuels qui vivent des situations difficiles, qui n'osent pas, qui se cachent. Et vous dites, pour les personnes en situation de handicap, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir honte, il faut le dire parce que c'est comme ça qu'on change le regard. Oui, en fait, finalement, la question du handicap, elle n'est pas différente de toutes les questions vécues par les populations dominées. C'est-à-dire qu'on évolue dans une honte de ce qu'on est, dans une humiliation qu'on nous renvoie, et on se cache. 80% des situations de handicap sont invisibles. Moi, quand je suis devenue malentendante, j'ai mis des années avant de le dire. J'ai mis mes cheveux devant mes oreilles pour que les appareils ne se voient pas. Quand j'ai été chez l'audioprothésiste, il m'a dit « Vous inquiétez pas, ça ne se verra pas ». Lui-même, donc le professionnel lui-même me disait « Il ne faut pas que ça te voie, c'est honteux ». Quand j'ai perdu la vue, plus tard, j'ai mis ma vie en danger parce que je ne voulais pas prendre une canne, parce que c'était trop stigmatisant, parce que je ne voulais pas que les gens dans la rue me disent « Bon courage ». Vous n'avez pas de canne? Ah ben si, maintenant oui. Et d'ailleurs, je l'ai peinte en noir. Donc elle n'est pas cette canne blanche stigmatisante, elle est noire, très chic. Mais en fait, on ne veut pas subir ça. Donc effectivement, c'est le même sujet que toutes les autres dominations, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut ne plus se cacher, ne plus avoir honte et dire « je suis comme ça ». C'est pas moi qui ai un problème, c'est pas mon corps qui a un problème. Ce qui a un problème, c'est le regard que vous portez sur moi. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce que vous encouragez les personnes en situation de handicap à faire. Comment leur donner davantage de visibilité dans la société? Je pense qu'il nous faut des modèles. Moi, je rêve du moment où on va avoir des artistes, des politiques, des gens dans les médias qui vont dire « moi, je suis en situation de handicap ». À chaque fois que je fais des interventions publiques, en fait, j'ai des gens qui viennent me voir à la fin, des gens notamment qui peuvent être connus et qui viennent me dire « tu sais, en fait, moi, justement, je vis ça ». Je le dis pas parce que sinon, comment vont me regarder mes collègues? J'aurais jamais réussi à être là où je suis si on savait que je suis schizophrène, que je suis bipolaire, que je suis malentendant, etc. Donc, on peut pas vivre heureux, on peut pas vivre bien, et c'est injuste de se cacher. Donc, il faut juste se dire, le handicap, c'est normal. C'est une situation normale, en fait. C'est-à-dire que pour vous, c'est vraiment une question sociétale avant d'être une question médicale. Il y a une part médicale, c'est-à-dire que moi, sur par exemple la malentendance, effectivement, je m'appareille, je vais voir un ophtalmo quand j'ai des problèmes aux yeux, etc. Mais ça ne concerne que moi. Et si c'est une question sociétale, c'est parce que c'est inscrit dans la loi. Ma cécité, ma malentendance, c'est pas ça le handicap. Ça, c'est médical et ça me concerne moi. Et je demande à personne de s'en occuper à ma place. En revanche, ce qui est sociétal, c'est défini par la loi du 11 février 2000.
5, c'est le mot handicap. Et le handicap, c'est l'empêchement. C'est tous ces barrages, toutes ces barrières, tous ces freins qu'on nous met et qui font que c'est impossible de se déplacer, d'avoir accès à un service, d'aller partout. Vous savez, même moi, j'ai voulu faire de la poterie, de la danse, du théâtre. On m'a dit non, non partout. J'ai voulu être avocate, on m'a dit non. On m'a dit non partout. C'est pas mon histoire, c'est toutes les personnes en situation de handicap. Est-ce que ça n'a pas quand même évolué? Évidemment, j'espère que votre réponse est oui, mais je n'en suis pas sûre. Est-ce que ça n'a pas un peu évolué? Qu'en est-il aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap de l'accès au logement? Il y a la loi Elan, par exemple. Qu'en est-il de l'accès à l'emploi? Qu'en est-il de l'accès aux soins et à la médecine? Qu'en est-il de l'accès à la culture? Alors, moi, je trouve que ce qui a évolué, c'est qu'il y a des personnes, justement, des militantes, c'est beaucoup des femmes, qui aujourd'hui sont dans un combat anti-validiste et qui arrêtent de supplier une certaine bienveillance, une certaine gentillesse et se battent sur le terrain du droit en disant on est en colère et on veut l'égalité. Ça a évolué. Pour le reste, on est un peu en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir des chiffres sur l'éducation qui disent que ça va mieux et les enfants sont, en situation de handicap sont de mieux en mieux, de plus en plus scolarisés. Ah oui, sauf que quand on regarde dans le détail, il suffit qu'un enfant en situation de handicap, il aille 1 heure par semaine à l'école et il sort des chiffres des enfants déscolarisés. On considère qu'il est scolarisé parce qu'il va 1 heure à l'école par semaine. Donc tout est comme ça. C'est-à-dire que oui, si on regarde les chiffres, on voit des améliorations, c'est du trompe-l'œil et c'est du mensonge et, pardon, c'est de la manipulation. Un mot pour conclure sur ce qu'on vient de dire. Quel message vous avez envie de porter ce soir sur France 2? Profitez-en, hein, parce que vous m'avez dit merci, parce que c'est important, ça nous offre une tribune. Alors profitez-en, dites ce que vous voulez. Déjà, merci, parce que je trouve que voilà, ce qui va peut-être aussi mieux, c'est qu'on donne ce temps-là à une personne pour parler de ce sujet de l'égalité des personnes en situation de handicap. Donc les deux choses, c'est vers le public en situation de handicap. Je pense qu'il faut sortir de la honte et je pense qu'on a le droit d'être fier de ce qu'on est et qu'on est comme les autres et qu'on est normaux, c'est surtout ça. Et puis, du côté des autres, on a besoin d'une prise en compte, on a besoin aussi de sortir des discours culpabilisateurs avec simplement... On en est là, en fait. La France en est là à ne pas comprendre la situation de handicap, ce que c'est. Donc c'est ce qui explique le film, par exemple. C'est normal de se demander comment une mère aveugle, elle va garder son enfant de 2 ans. Comment elle va faire? Aujourd'hui, il faut que chacun le sujet de la fiction accède à tout à l'heure. l'information. Que chacun accède à l'information. Voilà. Et donc, donner se plus de former sur ce visibilité. sujet-là. Merci beaucoup, Merci Anne-Sara à vous. Cartudo, d'avoir été avec nous ce soir.